3 années de ma vie jetées à la poubelle et un désastre financier à nettoyer, et honnêtement, j'ai besoin d'en parler avant d'exploser. J'ai rencontré Kenny lors d'une journée qui aurait dû être ennuyeuse. Je prenais l'Amtrak pour rendre visite à ma sœur à Chicago quand notre train a heurté quelque chose sur les rails. Pas un déraillement complet, mais assez pour endommager le dessous du train et nous laisser coincés au milieu de nulle part, en Pennsylvanie. Ils ont dû transporter tout le monde en bus vers une toute petite ville pendant qu'ils essayaient de régler la logistique. 8 heures, c'est le temps que nous avons été bloqués dans cette ville au hasard, avec exactement un seul dîner, un seul bar et une épicerie. La majorité des passagers s'est entassée dans le dîner, mais il s'est vite rempli. J'ai fini au bar d'Accent Grave côté avec mon sac de voyage, commandant le triste sandwich du jour et informant ma sœur par téléphone que j'allais arriver en retard. Kenny était assis 2 tabourets plus loin, lui aussi avec des bagages. Il a fait une blague sur le fait que l'univers devait vraiment vouloir qu'on apprécie l'Amérique rurale. J'ai ri, il était mignon, grand, avec des cheveux blonds foncés en bataille et de belles mains. J'ai toujours eu un faible pour les belles mains. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons commencé à parler. J'ai découvert que nous allions dans la même région. Il passait un entretien pour un poste, disait qu'il en avait assez du monde de l'entreprise et qu'il voulait construire quelque chose de significatif. Je lui ai dit que je travaillais dans la logistique, ce n'était pas glamour mais c'était stable. Après quelques heures de discussion et quelques bières, nous avons échangé nos numéros. Je ne pensais pas que cela irait plus loin, mais il m'a envoyé un message le lendemain et nous nous sommes revus pour un café quand je suis rentrée de chez ma sœur. L'entretien qu'il devait passer ? Il n'a pas obtenu le poste, mais disait en avoir un autre prévu, et encore un autre après. Toujours quelque chose de grand à l'horizon, toujours à 2 doigts de décrocher l'opportunité parfaite. Cela ne me dérangeait pas au début, le marché de l'emploi est difficile, et il était charmant. 6 mois plus tard, son bail arrivait à terme. Mon appartement était plus grand, plus proche du centre-ville, et honnêtement, je payais déjà la majorité de nos sorties, puisque ses finances étaient temporairement serrées en attendant qu'il décroche son prochain job. Quand il a proposé d'emménager ensemble, cela m'a semblé logique. C'est là que les choses ont commencé à changer. Le premier mois, il a payé sa part du loyer à temps. Le deuxième mois, il avait une semaine de retard. Le troisième mois, il m'a sorti toute une histoire sur un chèque d'un projet freelance qui avait été retardé, mais qu'il couvrirait sans faute le mois suivant, en plus de ce qu'il devait. Je ne l'ai pas brusqué, je pouvais assumer seul le loyer. C'était juste, mais faisable. Et Kenny était à la maison toute la journée à créer des contacts et à enrichir son portfolio, donc au moins l'appartement était propre et le dîner prêt quand je rentrais. Je me disais que c'était temporaire. Les excuses sont devenues plus élaborées, la start-up pour laquelle il faisait du consulting avait des problèmes de comptabilité, un client tardait à payer une facture, le calendrier d'un projet avait été prolongé. Toujours un imprévu hors de son contrôle, toujours une solution imminente. Pendant ce temps, mon compte en banque se vidait. J'ai commencé à prendre des heures supplémentaires, puis un travail d'inventaire le week-end. Kenny me faisait des massages quand je rentrais exténué, me disait à quel point j'étais formidable, qu'il me le rendrait quand sa carrière décollerait. Mon amie G a été la première à dire quelque chose. On prenait un café et j'ai mentionné que je devais annuler un concert à venir parce que je manquais d'argent. Elle m'a lancé un regard et a demandé combien de temps encore je comptais financer le mode de vie de Kenny. Je me suis mise sur la défensive, j'ai dit qu'on formait une équipe, que les relations avaient des hauts et des bas, qu'il ferait la même chose pour moi. Mais son commentaire m'est resté en tête. J'ai commencé à faire plus attention, j'ai remarqué combien de fois il utilisait ma carte Visa pour des petites choses sans demander, comment mes courses coûtaient le double depuis qu'il vivait chez moi mais que le frigo semblait plus vide, comment il avait toujours de l'argent pour un nouveau jeu ou des verres avec ses amis, mais jamais pour les factures. Une fois, j'ai évoqué le mariage, juste comme ça, après les fiançailles de ma cousine. Il a eu l'air choqué comme si j'avais proposé qu'on saute d'un pont. Il a dit qu'il n'était pas prêt, que le mariage était une affaire sérieuse, qu'on avait une bonne chose et qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Je n'ai pas insisté. J'aurais dû. Ensuite, étrangement, les choses se sont améliorées, pendant environ un mois. Kenny sortait plus, disait qu'il rencontrait des clients potentiels, assistait à des événements de réseautage, renouait avec d'anciens contacts.
Il semblait plein d'énergie, disait que tout se mettait en place. Je voulais le croire. Ce vendredi-là, mon ami M m'a proposé un dîner avec son copain. Kenny m'avait déjà dit qu'il avait un événement de réseautage, alors j'ai accepté de les rejoindre seul. Je suis arrivé tôt au restaurant. Et M agissait de manière étrange, regardait son téléphone, me lançait des regards compatissants. Finalement, son copain R est arrivé et a commencé à parler d'un événement tech de la veille. Puis il a lâché la bombe, il a demandé si Kenny avait apprécié le bar à volonté, mentionnant l'avoir vu là-bas avec sa fiancée. J'ai dû avoir l'air perdu, car tout le monde s'est tu. Et M a sorti son téléphone, s'excusant, disant qu'elle ne savait pas si elle devait me montrer ça, mais qu'elle avait vu quelque chose sur Instagram ce matin-là qui ne collait pas. Elle m'a tendu son téléphone. C'était le profil d'une femme que je ne connaissais pas, une blonde appelée Daria. Sa dernière publication datait de la veille, des guirlandes lumineuses, des coupes de champagne et sa main avec une bague en diamant, légendée. J'ai dit oui, je n'arrive pas à croire que je vais épouser mon âme sœur. J'ai fait défiler son profil. Des publications remontant à au moins un mois. Des légendes du type « Mon homme, soirée en amoureux avec l'amour de ma vie ». Sur l'une, ils étaient à la plage, 2 week-ends plus tôt, quand Kenny m'avait dit qu'il rendait visite à ses parents. Je me suis excusée, et dit à M et R que je les rappellerai plus tard, et je suis rentrée directement chez moi. J'ai consulté notre compte commun sur mon téléphone. J'ai trouvé des frais de restaurants inconnus, une réservation dans un hôtel du centre-ville datant de 3 semaines, un paiement dans une bijouterie datant de la semaine dernière, $2 800. C'est là que j'ai compris qu'il avait acheté sa bague avec mon argent. Je suis restée assise près de la fenêtre, à faire défiler les preuves jusqu'à la nuit tombée. Vers 21h, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Il est entré, a enlevé ses chaussures comme si de rien n'était, est allé directement au frigo, a sorti une bière que j'avais payée. Je lui ai demandé où il était. Juste du réseautage, m'a-t-il dit, tout allait s'arranger. Puis je lui ai demandé s'il s'était fiancé récemment. Il aurait fallu voir son visage, d'abord choqué, puis ce rictus bizarre, comme s'il était presque impressionné que j'ai découvert la vérité. Quand je lui ai demandé s'il avait demandé en mariage la blonde des photos, il a juste haussé les épaules et dit quelque chose comme « Écoute, on peut éviter ça maintenant ? Je ne te dois rien. » Je tremblais. Tu as dépensé mon argent, tu as vécu chez moi et tu as demandé une autre femme en mariage. Je lui ai hurlé dessus si fort que les voisins ont sûrement entendu. Et c'est là qu'il a dit la chose que je n'arrive pas à oublier. Il a levé les yeux au ciel, a pris une gorgée de bière et a dit « Sérieusement, tu pensais vraiment que je t'offrirais une bague ? Tu es le genre de fille qu'un homme choisit quand il a échoué. Moi, je n'ai pas échoué. » Je ne me souviens pas avoir décidé consciemment de le frapper, mais soudain, mon poing a frappé sa poitrine violemment. Il a reculé, renversant de la bière sur sa chemise. Avant qu'il puisse réagir, je l'ai giflé, laissant une marque rouge sur sa joue. Je lui ai ordonné de partir, de faire ses bagages et de quitter les lieux. Il a tenté de discuter, disant que j'exagérais. J'ai attrapé son sac à dos près de la porte et j'y ai fourré ce que je pouvais, son chargeur, quelques t-shirts propres, et je lui ai lancé. Je lui ai dit que s'il n'était pas parti dans 5 minutes, j'appellerais sa fiancée pour tout lui dire. Là, il s'est bougé. Il a pris l'essentiel, marmonnant qu'il reviendrait chercher le reste plus tard. Je lui ai dit de voir avec le propriétaire, car je ne le laisserai plus jamais entrer. Il a claqué la porte en sortant. Le lendemain, j'ai changé les serrures, mis le reste de ses affaires dans des sacs poubelles près de la benne, bloqué son numéro, son mail, ses réseaux. Mais le cauchemar n'était pas fini. En vérifiant mes comptes de plus près, j'ai réalisé l'ampleur des dégâts, plus de $27 000 dépensés sur mes cartes en à peine 2 mois. Des abonnements que je n'avais jamais validés, des additions de restaurants à vous donner la nausée, et cette bague, cette putain de bague qui n'était même pas pour moi. J'ai appelé la banque, mais la plupart des frais étaient trop anciens pour être contestés. Ils avaient été faits avec une carte qu'il était autorisé à utiliser. J'ai été tellement stupide. Cela fait 3 mois maintenant. Ce qui s'est passé depuis est un autre cauchemar que je raconterai dans mon prochain message. Première mise à jour, d'abord, merci pour tous les commentaires et les messages sur mon dernier post. Honnêtement,
Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens se soucient de mon désastre de vie, mais voilà. Beaucoup m'ont demandé ce qui s'était passé après que j'ai mis Kenny à la porte. Alors sortez le popcorn, parce que c'est à partir d'ici que tout est vraiment parti en vrille. La nuit après avoir mis Kenny dehors, je n'ai pas pu dormir, je vérifiais sans cesse la porte même si je l'avais verrouillée avec le cadenas de sécurité. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu une série de messages de sa part, allant de la colère, comment osais-je l'humilier en mettant ses affaires dehors, à la manipulation, il fallait qu'on parle comme des adultes, jusqu'à la pitié, il n'avait nulle part où aller. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. J'avais besoin d'une journée pour assimiler les choses et comprendre à quel point j'étais dans la merde, financièrement parlant. Je me suis fait un café, je me suis installé avec tous mes relevés bancaires, mes factures de carte de crédit et un carnet. Ce que j'ai découvert m'a littéralement fait m'étouffer avec mon café. Il ne s'agissait pas seulement des $1800 que j'avais remarqués au départ. En remontant plus loin, j'ai trouvé de petits retraits, des achats aléatoires, des abonnements à des services que je ne reconnaissais pas. Il m'avait lentement saigné à blanc pendant des mois. Le total des dégâts était plus proche de $5400, en plus du loyer que je couvrais, en plus des courses, en plus des factures. J'ai rappelé la compagnie de carte de crédit, cette fois avec une liste détaillée. L'agent du service client était compatissant mais ferme, la plupart des frais étaient trop anciens pour être contestés, et Kenny était un utilisateur autorisé. Le mieux qu'il pouvait faire était de le retirer du compte et de signaler toute opération en attente. Ils m'ont suggéré de déposer une plainte à la police si je voulais aller plus loin. J'y ai pensé, sérieusement. Mais l'idée de prolonger cette histoire, de devoir revoir Kenny dans une salle d'audience, de devoir prouver qu'il avait dépensé mon argent sans permission alors que techniquement je lui avais donné l'accès, c'était trop. J'ai décidé d'encaisser la perte et de me concentrer sur la reconstruction de ma vie. Cet après-midi-là, j'ai appelé un serrurier pour changer les serrures. Cela m'a coûté $170 que je ne pouvais clairement pas me permettre, mais l'idée que Kenny puisse revenir avec sa clé était pire que ce coup porté à ma carte déjà presque au plafond. Pendant que le serrurier travaillait, j'ai rassemblé toutes les affaires restantes de Kenny et je les ai fourrées dans des sacs poubelles, ses vêtements, sa stupide poudre protéinée qui prenait la moitié de mon placard. Je lui ai envoyé un seul message lui disant que ses affaires seraient près de la benne à ordures pendant 24 heures, et qu'après cela, elles iraient chez Emmaüs. Il est apparu au moment exact où je traînais le dernier sac dehors, comme toujours au bon moment. Il avait l'air d'un déchet, non rasé, portant les mêmes vêtements que la veille. Je me suis brièvement demandé où il avait dormi, puis je me suis rappelé que ce n'était plus mon problème. Il a essayé de me parler, disant que je ne comprenais pas tout, que Daria n'était pas ce que je croyais, qu'il avait prévu de rompre avec elle. Je suis simplement passé devant lui avec les sacs. Quand il m'a attrapé par le bras pour m'arrêter, j'ai tiré si fort que je me suis éraflé le coude contre le mur en briques. Je lui ai dit que s'il me touchait encore, j'appellerais la police. Ça l'a fait taire, mais je pouvais sentir son regard sur moi pendant que je rentrais chez moi. Le serrurier a terminé 20 minutes plus tard, m'a remis mes nouvelles clés, et j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau dans mon propre appartement. La semaine suivante au travail a été floue. J'étais épuisée, je sursautais à chaque vibration de mon téléphone, et je faisais des erreurs stupides que ma supérieure ne cessait de me faire remarquer. Le vendredi, j'avais rattrapé quelques retards, mais j'étais à bout de force. Mon ami J m'a proposé d'aller boire un verre, disant qu'il fallait que je me reconnecte à la vie réelle, mais je ne pouvais pas me le permettre. J'ai inventé une excuse, disant que j'étais fatiguée. Le lundi suivant, on m'a convoqué dans le bureau de ma responsable. Je pensais que c'était à propos du rapport d'inventaire que j'avais mal fait la semaine précédente, mais c'était bien pire. Ils restructuraient et mon poste allait être supprimé. Ils m'ont donné 2 semaines de préavis et une prime de départ insultante qui ne couvrait même pas le loyer du mois suivant. Je n'ai pas pleuré dans le bureau. J'ai hoché la tête, signé les papiers et suis retourné à mon bureau comme si de rien n'était. Ensuite, je me suis enfermée dans une cabine des toilettes et j'ai eu une crise de panique silencieuse pendant 20 minutes. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Nous ne sommes pas très proches. Elle vit en Floride avec son 2e mari et on se parle peut-être une fois par mois. Mais j'avais besoin d'entendre un parent me dire que tout allait s'arranger.
Elle a été compatissante mais pas vraiment utile. Elle m'a dit que je n'aurais jamais dû laisser Kenny emménager sans bague au doigt, puis m'a demandé si j'avais envisagé de revenir vivre chez elle jusqu'à ce que je me remette sur pied. Revenir en Floride pour dormir sur le canapé-lit de ma mère et écouter les diatribes politiques de mon beau-père? Non merci. J'ai passé mes 2 semaines de préavis à postuler à chaque offre que je trouvais. J'ai envoyé 73 candidatures, reçu 6 réponses, toutes pour des entretiens de 2e tour qui n'ont jamais eu lieu. Les emails de refus ont commencé à remplir ma boîte jour après jour. J'ai vidé mon bureau la première semaine de chômage. Je gardais une routine, me réveiller, postuler, préparer un déjeuner bon marché, postuler encore, aller marcher pour économiser sur le chauffage, faire le dîner, regarder quelque chose sur YouTube, dormir, recommencer. Dès la 2e semaine, mon compte bancaire affichait 3 chiffres. J'ai annulé Netflix, raccourci mes douches, mangé des nouilles instantanées et des œufs à presque tous les repas. J'ai appelé la compagnie d'électricité pour négocier un échéancier de paiement, j'ai appelé mon propriétaire et promis que le loyer arriverait avec quelques jours de retard. Il n'était pas content, mais a dit qu'il attendrait jusqu'au 15 avant de facturer des frais de retard. Le 15 est passé. J'ai vendu ma belle montre sur eBay, des vêtements sur Vinted, mis ma télévision en vente sur Facebook Marketplace, mais je n'ai reçu que des offres dérisoires. Puis mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. C'était Kenny. Il avait soit un nouveau téléphone, soit utilisait celui de quelqu'un d'autre. Il disait qu'il devait me parler, que Daria avait découvert notre histoire et avait rompu avec lui, qu'il était désolé et voulait s'expliquer. J'ai bloqué ce numéro aussi point mais cela m'a profondément secoué, non pas parce que je me souciais de ses problèmes, mais parce que cela m'a brutalement rappelé à quel point j'avais échoué à juger le caractère de quelqu'un. J'avais laissé cet homme entrer dans ma vie, dans mon foyer, je lui avais donné accès à mes finances, et pour lui, je n'avais été qu'une commodité, un plan de secours, quelqu'un à utiliser. À la fin du mois, j'étais désespérée. Mon propriétaire avait commencé à me laisser des messages vocaux au sujet du loyer. L'électricité avait été coupée pendant 48 heures avant que je réussisse à rassembler juste assez pour payer le montant minimum et la faire rétablir. Je n'avais rien mangé d'autre que du riz nature pendant 3 jours, parce que c'était tout ce qu'il me restait. J'ai fini par avaler ma fierté et faire une demande d'aide temporaire. Le processus a été humiliant, remplir des formulaires détaillant chaque aspect de ma vie financière, attendre pendant des heures dans un bureau gouvernemental surchargé, pour qu'on me dise que je gagnais trop à mon ancien poste pour pouvoir bénéficier d'une aide immédiate. On m'a donné une liste de banques alimentaires à la place. Le lendemain, je m'y suis rendue, j'ai fait la queue avec ma pièce d'identité et une preuve de domicile, accepté une boîte de conserve et du pain presque périmé avec un sourire qui me donnait l'impression que mon visage allait se fissurer, puis je l'ai porté chez moi en bus, en ayant l'impression que tout le monde me regardait, même si en réalité, personne ne s'en souciait. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel. C'était un petit entrepôt qui cherchait de l'aide temporaire pendant la haute saison. Le salaire représentait moins de la moitié de ce que je gagnais auparavant, mais c'était quelque chose. J'ai répondu immédiatement, eu un entretien téléphonique le lendemain matin et commencé à travailler le lundi suivant. Le travail était physiquement épuisant, entre 8 et 10 heures debout, à soulever des cartons, scanneur de l'inventaire, dans un froid glacial ou une chaleur étouffante, selon la section de l'entrepôt à laquelle j'étais affectée. Mes mains ont développé des callosités, mon dos me faisait constamment souffrir, et je rentrais trop fatiguée pour même envisager de postuler à de meilleurs postes. Mais je gagnais assez pour payer une partie du loyer, pas encore la totalité, mais mon propriétaire a accepté une autre prolongation tant que je payais les pénalités de retard. Puis un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé un avis d'expulsion scotché à ma porte. Apparemment, mes paiements partiels ne suffisaient plus. J'avais 30 jours pour payer en totalité ou quitter les lieux. Je me suis assise par terre dans la cuisine et j'ai juste fixé la feuille, trop engourdie pour pleurer. C'est à ce moment-là que ma voisine a frappé à la porte. Elle avait vu l'avis et m'avait entendu rentrer. Elle m'a demandé si ça allait. Évidemment que non, mais j'ai menti et dit que tout allait bien. Elle a hésité, puis m'a demandé si je cherchais une colocataire. Sa cousine Rosalie avait besoin d'un endroit où rester pendant quelques mois, le temps d'économiser pour prendre son propre appartement. Si nous partagions le loyer à 3,
cela pourrait arranger tout le monde. Je n'avais jamais échangé plus de 10 mots avec cette voisine auparavant, mais à cet instant, elle m'a semblé être un véritable ange. J'ai dit oui immédiatement. Rosalie a emménagé 2 jours plus tard. Elle était discrète, a payé sa part d'avance en espèces et n'a posé aucune question sur le fait que je mangeais parfois seulement du riz au dîner. Nous n'étions pas exactement amis, mais nous cohabitions paisiblement dans cet appartement de plus en plus déprimant, et grâce à la contribution de Rosalie, j'ai réussi à rembourser suffisamment de loyer en retard pour stopper la procédure d'expulsion. J'étais toujours noyée sous les dettes de carte bancaire, toujours employée dans un travail payé à peine au-dessus du salaire minimum, toujours en train de manger comme une étudiante en période d'examens finaux, mais je n'étais pas à la rue et cela comptait pour quelque chose. Puis un jour, environ 3 mois après avoir mis Kenny dehors, je courais pour attraper le bus du matin lorsque je suis entrée en collision avec quelqu'un sur le trottoir. J'ai reculé, murmurant une excuse sans même lever les yeux, puis j'ai entendu mon prénom. C'était Kenny, là, comme s'il m'attendait. Il portait un uniforme de restauration rapide, du genre avec un polo hideux et une visière. J'ai essayé de le contourner, mais il s'est mis sur mon chemin, disant qu'il essayait de me joindre, qu'il avait besoin de me parler, qu'il avait fait une énorme erreur. J'ai remarqué que son téléphone était un vieux modèle, pas le dernier iPhone qu'il avait toujours eu auparavant. Le karma est une sacrée chose, j'imagine. Je lui ai dit que j'étais en retard pour le travail et j'ai forcé le passage. Il m'a crié qu'il reviendrait, qu'il arrangerait les choses. Je ne me suis pas retournée, j'ai simplement couru jusqu'au bus que j'ai attrapé juste à temps, alors que les portes se refermaient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, non pas parce qu'il me manquait ou que je voulais le revoir, mais parce que j'avais peur qu'il ait compris où j'habitais, qu'il revienne. J'ai calé une chaise sous la poignée de la porte de ma chambre, même si je savais que c'était paranoïaque. Le lendemain matin, il y avait une lettre dans ma boîte aux lettres, sans timbre, juste mon prénom inscrit en grandes lettres sur l'enveloppe. J'ai tout de suite reconnu l'écriture de Kenny. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai simplement déchirée et jeté les morceaux dans différentes poubelles sur le chemin du bus. Mais je savais qu'il ne renoncerait pas aussi facilement. Et j'avais raison. Deuxième mise à jour, merci pour tous les commentaires bienveillants. Les lire pendant mes trajets en bus a été l'un des rares rayons de soleil dans mes journées. Certains d'entre vous ont demandé plus de détails sur ce qu'il s'est passé après que Kenny a recommencé à réapparaître, alors voilà. Après avoir déchiré la lettre de Kenny, j'ai cru qu'il comprendrait le message. Il ne l'a pas fait. Pendant les 2 semaines suivantes, je l'apercevais de temps en temps de l'autre côté de la rue, en bas de mon immeuble, à l'arrêt de bus près du travail, une fois même à la laverie où j'avais commencé à aller parce que les machines de l'immeuble étaient trop chères. Il ne m'a jamais abordé directement, se contentait de m'observer. Parfois, il me faisait un signe de la main ou tentait d'accrocher mon regard. Je faisais semblant de ne pas le voir et j'accélérais le pas. Mon emploi temporaire à l'entrepôt est vite devenu un cauchemar. Les responsables allongeaient les horaires sans prévenir, si bien que je venais pour 8 heures et finissais par en faire 12. Mes pieds étaient constamment enflés, j'ai développé une douleur aiguë dans le bas du dos qui ne disparaissait jamais vraiment. Mais je ne pouvais pas me permettre de démissionner, alors je prenais n'importe quel comprimé d'ibuprofène que je trouvais à l'appartement et je continuais. Rosalie l'a remarqué. Un soir, je suis rentrée et je n'arrivais littéralement plus à me tenir droite. Elle préparait une sorte de soupe et m'a proposé un bol. C'était le premier vrai repas maison que j'avais mangé depuis des semaines, autre que du riz nature ou des nouilles instantanées. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et pour la première fois, nous avons vraiment parlé. Il s'est avéré que Rosalie avait elle aussi son histoire de Kenny. Un autre nom, mais les mêmes conneries. C'était étrangement réconfortant de savoir que je n'étais pas la seule idiote à avoir fait confiance à la mauvaise personne. Nous avons commencé à dîner ensemble quand nos horaires concordaient, avec ce qu'on arrivait à assembler de notre garde-manger triste et des produits en promotion du supermarché. Mais cela aidait. Puis, un matin de fin novembre, je me suis réveillée en me sentant comme si un camion m'avait percuté. Ma gorge me brûlait, ma tête tambourinait, et je pouvais à peine sortir du lit. J'ai appelé le travail en expliquant d'une voix rauque, et ma supérieure a soupiré en me rappelant que les travailleurs temporaires n'avaient pas de congé maladie. Si je ne venais pas, je risquais de perdre ma place.
Quand j'ai retrouvé un peu de force, je me suis traînée jusqu'à la salle de bain et j'ai pris ma température avec un vieux thermomètre trouvé dans l'armoire à pharmacie. 103,5. Cela ne pouvait pas être exact. Je l'ai secoué et recommencé. 103,8. J'aurais dû aller aux urgences, je le sais maintenant, mais cela coûte de l'argent, et il me restait exactement $27 sur mon compte courant pour tenir jusqu'à la prochaine paie. Alors j'ai pris plus d'ibuprofène, j'ai enfilé toutes les couches de vêtements que je possédais, et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à monter dans le bus. Je ne me souviens pas de grand-chose ce jour-là. J'ai scanné des boîtes, bu de l'eau à la fontaine, je me suis caché dans les toilettes quand les vertiges devenaient trop intenses. D'une manière ou d'une autre, j'ai tenu jusqu'à la fin du service. Je me souviens avoir attendu le bus pour rentrer, tremblant de froid alors que je transpirais à travers mes vêtements. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être allongée au sol, quelqu'un me secouait en me demandant si ça allait. C'était une adolescente, visiblement terrifiée. Apparemment, je m'étais évanouie à l'arrêt de bus. Elle m'a aidée à m'asseoir, m'a demandé si elle devait appeler quelqu'un. J'ai dit non. Que j'allais bien, juste fatiguée. Je n'allais pas bien du tout. J'ai réussi à monter dans le bus, à rentrer jusqu'à l'immeuble, à monter les 3 étages en rampant presque, et je me suis effondrée sur le sol du salon, toujours en manteau et en bottes. C'est là que Rosalie m'a trouvée en rentrant de son service du soir. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait cru que j'étais morte au début. J'étais si pâle et je respirais à peine. Elle a réussi à me mettre au lit, m'a forcé à boire de l'eau, et m'a appliqué des compresses froides sur le front toute la nuit. Au matin, ma fièvre avait enfin chuté mais j'avais l'impression d'avoir été écrasée une seconde fois. Rosalie avait déjà appelé mon travail, leur disant que j'avais une pneumonie et que je ne viendrais pas pendant au moins 3 jours. J'ai essayé de protester, nous savions toutes les deux que je risquais de perdre mon emploi, mais elle m'a immédiatement coupé. Elle a dit qu'aucun travail ne valait la peine d'en mourir, surtout un travail payé aussi peu. Elle avait raison, mais avoir raison ne paie pas le loyer. J'ai passé les 2 jours suivants au lit, à dériver entre le sommeil et les inquiétudes, chaque fois que j'étais assez consciente pour m'en faire. Le 3e jour, mon téléphone a sonné. C'était l'entrepôt. Je m'attendais à être renvoyée, mais au lieu de cela, la personne des ressources humaines appelait pour prendre de mes nouvelles et m'informer de leur politique d'invalidité de courte durée. Apparemment, Rosalie n'avait pas seulement appelé pour me signaler malade, elle s'était aussi rendue à l'entrepôt en personne, exigeant de parler à quelqu'un des avantages des employés. Elle avait suffisamment fait de remous pour qu'ils consultent leur propre politique et découvrent que même les travailleurs temporaires avaient droit à certaines protections de base. J'ai eu droit à 5 jours de maladie payée. Ce n'était pas suffisant pour me remettre complètement, mais c'était assez pour éviter de finir à nouveau allongée sur le sol d'un arrêt de bus. Quand Rosalie est rentrée ce soir-là, j'ai pleuré, vraiment pleuré. C'était la première fois depuis je ne sais combien d'années que quelqu'un se battait pour moi. Lorsque je suis retournée au travail, les choses étaient différentes. Ma superviseure me lançait des regards de biais, probablement en attendant que je m'effondre à nouveau, mais mes collègues, des gens à qui je n'avais presque jamais parlé auparavant, venaient vérifier comment j'allais, me rappelaient de faire des pauses, m'aidaient avec les charges les plus lourdes. L'histoire avait circulé à propos de la colocataire qui avait secoué les ressources humaines. Pendant ce temps, la situation avec Kenny a pris un nouveau tournant. Les apparitions aléatoires se sont arrêtées, mais les messages ont augmenté. Il avait de toute évidence un nouveau numéro où empruntait des téléphones et m'envoyait de longs messages décousus sur à quel point je lui manquais, comment Daria avait ruiné sa vie, qu'il réfléchissait à ce qui avait mal tourné. Je bloquais chaque nouveau numéro au fur et à mesure, mais c'était épuisant. J'ai m'a suggéré de changer complètement de numéro, mais cela impliquait des frais que je ne pouvais pas me permettre, alors je continuais à bloquer et à ignorer. Décembre est arrivé, apportant encore plus de stress financier. L'entrepôt était plus occupé que jamais avec les commandes des fêtes, ce qui signifiait plus d'heures, mais aussi plus de fatigue physique. Mon mal de dos est devenu si intense que j'ai commencé à prendre la dose maximale d'ibuprofène chaque jour juste pour fonctionner. Mes dents me faisaient mal constamment, une molaire me gênait depuis des mois, mais les soins dentaires étaient hors de portée, aussi inaccessibles qu'un voyage aux Maldives. Un matin particulièrement froid,
j'attendais le but en tapant du pied pour me réchauffer lorsqu'une femme plus âgée à côté de moi a entamé une conversation. Juste un bavardage banal sur la météo, le bus en retard, des choses typiques. Puis elle a mentionné qu'elle travaillait dans un cabinet médical un peu plus loin. J'ai hoché la tête poliment, sans vraiment prêter attention, jusqu'à ce qu'elle dise que leur entrepôt avait besoin d'être réorganisé. J'ai probablement eu l'air désespéré, car j'ai immédiatement demandé s'ils embauchaient. Elle a paru surprise, mais m'a donné le nom de la responsable du bureau et m'a suggéré d'y passer avec mon CV. Je l'ai remerciée sans trop y croire. Les rencontres aléatoires à l'arrêt de bus ne mènent presque jamais à rien, mais j'étais assez désespérée pour tenter ma chance. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon CV pathétique et imprimé une copie à la bibliothèque. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, j'ai fait un détour et suis entrée dans le cabinet médical, demandant la responsable par son nom. Je m'attendais à ce qu'on me dise de postuler en ligne ou de laisser mon CV à l'accueil, mais on m'a conduite dans un petit bureau où une femme débordée mangeait un sandwich. Elle a jeté un coup d'œil à mon CV, m'a demandé mon expérience en logistique, puis est allée droit au but: quand pourrais-je commencer à organiser leur zone de stockage? Ce n'était pas un poste à temps plein, juste 20 heures par semaine pour gérer les fournitures médicales et les livraisons, mais c'était $3 de plus de l'heure que l'entrepôt, les horaires étaient flexibles, et cela impliquait de vraies compétences au lieu de simples tâches physiques. J'ai accepté sur le champ. Pendant les semaines suivantes, j'ai cumulé les 2 emplois, matinée au cabinet médical, soirée à l'entrepôt. C'était éprouvant, mais pour la première fois depuis des mois, je pouvais payer mes factures à temps. Je rentrais épuisée, mangeais ce que Rosalie avait préparé. Elle avait pris l'habitude de cuisiner pour nous deux en réalisant à quel point ma santé s'était détériorée, puis je m'écroulais dans mon lit. Mi-janvier, j'avais économisé assez pour quitter l'entrepôt. Mon dernier jour, je n'ai ressenti que du soulagement. En rendant mon badge, ma superviseure avait l'air sincèrement surprise. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je continue à supporter ces conditions terribles indéfiniment. Une collègue m'a donné un câlin maladroit et m'a dit qu'elle était contente que je m'en sorte. Le poste au cabinet médical n'était pas prestigieux, mais il était stable. La responsable me donnait de plus en plus d'heures à mesure que je prouvais ma fiabilité. En février, je travaillais 35 heures par semaine et j'avais même un petit bureau à l'arrière où je gérais l'inventaire sur un vieil ordinateur de bureau. Avec des salaires réguliers, j'ai commencé à m'attaquer à la montagne de dettes que Kenny m'avait laissée. $20 ici, 50 là. Ce n'était pas beaucoup, mais voir les soldes diminuer lentement me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Rosalie et moi avions trouvé une routine confortable. Nous n'étions pas meilleurs amis, mais il y avait un respect et une compréhension mutuelle. Elle avait commencé à sortir avec quelqu'un, un homme discret, qui dînait parfois avec nous. C'était agréable d'avoir quelqu'un dans l'appartement qui ne ressemblait pas à Kenny. Les choses s'amélioraient lentement. Mon dos me faisait encore souffrir, ma dent me lançait parfois, mais je tenais bon, un pas après l'autre. Puis vint la Saint-Valentin. J'avais délibérément ignoré toutes les décorations en forme de cœur dans les magasins, les publicités romantiques, les couples planifiant leur soirée spéciale. Rosalie et son copain sortaient, j'avais donc l'appartement pour moi. J'avais prévu une soirée palpitante avec une pizza surgelée et n'importe quoi de nouveau sur Netflix. J'étais à mi-parcours de ma triste pizza quand quelqu'un a frappé à la porte. Pas un coup normal. Un martèlement insistant, presque désespéré. Je me suis figée, une part de pizza à mi-hauteur de ma bouche. C'était forcément Kenny. Personne d'autre ne serait aussi dramatique. J'ai marché à pas de loup jusqu'à la porte et regardé par le Judas. C'était bien lui, tenant ce qui ressemblait à des fleurs et une petite boîte. Je me suis éloignée, espérant qu'il croirait que personne n'était là. Il a frappé à nouveau, puis a appelé mon nom, disant qu'il savait que j'étais là, qu'il avait vu la lumière sous la porte, qu'il voulait juste parler, s'expliquer, réparer les choses. Je suis restée silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Après ce qui m'a semblé une éternité, je l'ai entendu soupirer, puis quelque chose a heurté le sol dehors, probablement les fleurs et ensuite des pas s'éloignant. Quand j'ai été sûre qu'il était parti, j'ai entrouvert la porte. Il y avait un bouquet de roses de supermarché au sol, avec une petite boîte en velours et une carte. J'aurais dû tout renvoyer dans le couloir et refermer la porte, mais la curiosité l'a emporté.
J'ai ramassé la boîte en premier. À l'intérieur, une bague. Pas une bague de fiançailles, juste un simple anneau en argent avec une petite pierre qui ressemblait peut-être à un diamant, mais qui était probablement du zirconium. La carte disait « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux commencer à réparer les choses. C'est la bague que j'aurais dû te donner, à toi, pas à elle. J'ai changé, s'il te plaît appelle-moi. » Je suis resté là, sur le pas de la porte, à regarder cette tentative pathétique de rédemption et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, même pas du dégoût. Juste du vide. Cet homme avait détruit ma vie et pensait qu'une bague bon marché arrangerait tout. J'ai jeté la bague et la carte dans la poubelle près de l'ascenseur, laissé les fleurs pour quelqu'un d'autre, suis retourné dans mon appartement, et verrouillé la porte et terminé ma pizza désormais froide. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Kenny encore. Il me demandait si j'avais reçu son cadeau. Je n'ai pas bloqué celui-là. Je lui ai juste répondu 2 mots, tourne la page. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Février a laissé place à mars. Le cabinet médical m'a donné encore plus de responsabilités et d'heures. J'ai remboursé une de mes petites cartes de crédit en totalité. Rosalie et moi avons repeint le salon un dimanche après-midi, remplaçant le beige sale par un gris doux qui donnait l'impression que tout l'appartement était plus propre. Ma mère a appelé, surprise d'entendre que je semblais plus moi-même. Elle m'a même proposé de m'aider pour mes soins dentaires si je venais la voir un week-end. J'hésitais encore. Mon beau-père et moi ne nous sommes jamais entendus, mais l'idée de soigner enfin ma dent me tentait. Et Kenny? Il semblait enfin avoir compris. Les messages avaient cessé, les apparitions aléatoires aussi. Je regardais parfois le compte Instagram de Daria, et je voyais qu'elle avait tourné la page avec quelqu'un d'autre. Le compte de Kenny était inactif depuis des mois. Je me reconstruisais lentement, douloureusement, mais sûrement. Je ne suis pas redevenue celle que j'étais avant. Je ne le serai probablement jamais. Mais je suis devenue quelqu'un de nouveau, plus forte, même si plus méfiante. Mise à jour finale, la vie a continué. Mes heures au cabinet médical sont passées à temps plein, avec de vrais avantages. J'ai enfin fait soigner cette dent douloureuse lors d'un week-end chez ma mère. Rosalie et moi avons renouvelé le bail de l'appartement, même si elle passait la plupart de ses nuits chez son petit ami. Mon score de crédit a commencé à remonter. J'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté chaque mois pour les urgences. J'ai même eu 1 ou 2 rendez-vous, mais rien de sérieux. La confiance ne revient pas facilement une fois qu'elle est brisée. Puis, le mois dernier, j'ai reçu un message de Jay. Elle avait croisé Kenny dans un café. Il avait demandé de mes nouvelles, mais de façon respectueuse, disant qu'il déménageait à Pittsburgh pour repartir à zéro. Je l'ai remercié pour l'information, sans y accorder trop d'importance. Kenny qui s'éloigne semblait être la meilleure conclusion possible pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai été complètement prise au dépourvu quand j'ai ouvert la porte de mon appartement la semaine dernière et l'ai trouvé là, tenant un petit sac cadeau. Mon premier réflexe a été de lui claquer la porte au nez. Mais il avait l'air tellement différent. Bien rasé, en meilleure santé, portant des vêtements à sa taille. Il a levé les mains immédiatement, comme s'il sentait ma panique, et a dit qu'il ne restait pas, qu'il quittait la ville et voulait juste me laisser quelque chose. J'ai pris le sac à contre-cœur. À l'intérieur, il y avait une petite boîte et une enveloppe. L'enveloppe contenait 1500 $. La boîte contenait une bague. La bague. Celle qu'il avait achetée pour Daria avec mon argent. Celle que j'avais vue dans la publication Instagram qui avait déclenché tout ce cauchemar. Il a expliqué que quand Daria l'avait quitté, elle lui avait jeté la bague au visage. Il l'avait gardée, pensant d'abord la revendre, mais ne l'avait jamais fait. Il ne me la donnait pas comme un geste romantique étrange, il me rendait quelque chose qui m'appartenait techniquement, puisque je l'avais payé. Il voulait que je décide quoi en faire. La garder, la vendre, la jeter dans une rivière. Kenny a dit qu'il avait un emploi à Pittsburgh, qu'il continuerait à m'envoyer des paiements jusqu'à ce qu'il m'ait tout remboursé, qu'il était sincèrement désolé pour tout, en particulier pour les choses cruelles qu'il avait dites quand je l'avais confronté à propos de Daria. Que je méritais tellement mieux, et qu'il espérait que je l'avais trouvé ou que je le trouverais bientôt.
Puis il est parti. Un simple signe de la main, et il était parti. Le lendemain, j'ai emmené la bague chez un bijoutier. Elle ne valait pas du tout ce que Kenny avait payé. La pierre était plus petite qu'en photo et le montage était industriel. J'en ai tiré un peu moins de 1 000 $, que j'ai mis directement sur mon compte épargne. Voilà. C'est la fin de la saga Kenny. Je vais bien maintenant. Le cabinet médical m'a accordé une petite augmentation le mois dernier. Rosalie a emménagé chez son petit ami, mais j'ai trouvé une nouvelle colocataire par l'intermédiaire d'une collègue, une étudiante en master discrète, qui paie à temps et ne vole pas ma nourriture dans le frigo. Mon dos me fait encore souffrir parfois les jours de pluie, un souvenir de mes jours à l'entrepôt. Mon score de crédit est encore en convalescence. Il m'arrive encore de vérifier 2 fois les verrous avant d'aller dormir. Mais je construis quelque chose de nouveau. Quelque chose de stable. Je ne sais pas si Kenny restera sur sa nouvelle voie. Les gens peuvent changer, mais c'est rare, et cela se produit généralement par de petits ajustements progressifs, pas par des transformations spectaculaires. Peut-être qu'il me remboursera. Peut-être pas. J'ai appris à ne plus fonder mes plans sur les promesses des autres. Merci à tous pour votre soutien dans ce chaos. Vos commentaires m'ont aidé plus que vous ne pouvez l'imaginer, les jours où je me sentais complètement seule. Je ne mettrai probablement plus cette histoire à jour. Ce chapitre est enfin clos. Mais je suis reconnaissante pour les épaules virtuelles sur lesquelles m'appuyer quand j'en avais le plus besoin. Et c'est ainsi que tout s'est terminé, non pas avec un grand dénouement dramatique, mais avec un choix silencieux de continuer, de se relever un peu plus chaque jour, de reconstruire à partir des ruines quelque chose de plus solide, de plus vrai. Je ne suis pas arrivée là où je pensais être il y a quelques années, mais peut-être que je suis exactement là où je devais être. Je ne cherche plus à revenir en arrière, seulement à avancer, lentement mais sûrement. Si vous avez lu jusqu'ici, merci du fond du cœur. Vous m'avez accompagné à travers l'ombre jusqu'à la lumière. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a aidé à vous sentir moins seul, ou simplement vous a rappelé que la vie continue même après les pires chutes, alors je vous invite à vous abonner. Car parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une voix qui dit « Moi aussi, j'ai survécu. » Et toi aussi, tu peux le faire.